Compose, épisode 1. Et oui, ce truc d'avoir des choses à dire, c'est juste de voir ce qui est présent et qu'est-ce qui a envie de sortir et pas qu'est-ce que ma tête a envie de dire pour montrer aux autres que « Ah, aimez-moi s'il vous plaît ». C'était vraiment dans cette optique-là que c'était avant. Donc même les 2 premiers EP, c'était j'ai envie de dire quelque chose d'intelligent, j'ai envie de toucher les gens, mais du coup c'est mental et ça part de quelque chose d'intellectuel et pas vraiment honnête et pur. Et du coup, voilà, les gens, c'est pas que ça les touche pas forcément, mais quand c'est plus profond, ça les touche. Et du coup, voilà, ces 2 premiers EP, j'ai pas fait toute la composition, j'ai pas du tout fait toute l'écriture non plus, mais ce que j'exprimais, ça c'était vrai. Et du coup, je suppose que c'est ça qui a touché les gens, même si c'était pas moi qui avais tout écrit et composé. Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Maya. C'est elle que j'ai l'honneur de recevoir dans ce premier épisode de Compose, le podcast des gens qui osent créer. Chanteuse, Maya joue de la guitare et du piano. Elle a déjà sorti 2 EP et le premier, c'était à 19 ans seulement. Avec Maya, on a parlé du fait qu'elle ait grandi dans une maison où on disait que tout était possible, de la première fois où elle a osé monter sur scène, de la période de sa vie où elle avait tout ce qu'elle souhaitait, mais où elle n'était en fait pas heureuse, de sa recherche musicale actuelle. Maya, c'est une belle personne, positive, motivée et toujours le sourire aux lèvres, comme vous pourrez l'entendre dans cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors Maya, comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien. Oui, ça va bien. Mais déjà, merci, parce que tu es la première invitée sur ce podcast et je suis vraiment contente de te recevoir. Bah, ça me touche vraiment beaucoup. Merci à toi et bravo, comme je t'ai dit déjà, pour ton projet. Je trouve ça super chouette. J'aime beaucoup aussi le format podcast. C'est assez chouette pour les gens qui ont un peu de temps et qui sont intéressés. Donc merci à toi aussi. Donc on va parler de ta musique. Tu es chanteuse, tu es musicienne aussi. Tu peux un peu m'expliquer d'abord comment tu t'es lancée, comment est née un peu cette passion pour la musique ? Alors j'ai toujours fait de la musique depuis que je suis petite. C'était très important pour mes parents que je fasse un sport et un art. Et donc c'était danse, équitation. Et puis j'ai commencé avec 1 an de violon quand j'avais 6 ans. Et puis le piano. Et puis à 10 ans j'ai commencé à chanter. Et à 15 ans la guitare. Et voilà, maintenant c'est surtout chant, guitare et piano. Sur ton site internet justement, c'est marqué que c'est à l'adolescence que tu as appris le chant. Pourquoi ce terme ? Pourquoi on a utilisé adolescence ? Parce que à l'adolescence, déjà à mes 14 ans, j'ai changé d'école. Et mes amis de cette école-là ont trouvé que mon prénom, Marie-Yasmine, c'était un peu long. Et ils disaient « Oh, il faut te trouver un surnom, Marie-Yasmine, c'est beaucoup trop long et tout. » Et puis ils m'ont un peu baptisée Maya. Et je me rappelle très bien de cette année-là. C'est aussi l'année où j'ai osé chanter en public pour la première fois sans avoir honte de moi parce que j'avais très très honte de ma présence sur scène, de ma voix. Je ne pouvais pas chanter devant quelqu'un, même devant ma famille, c'était pas possible. Et du coup, il y a un peu eu comme une naissance, j'ai commencé des cours de chant à 10 ans, mais je chantais que pour moi. Et à 14-15 ans, j'ai commencé à oser, à chanter un peu plus au cabaret de l'école et tout ça. Et puis à 17 ans, je suis partie faire une école de musique en France. Et quand je suis revenue, les rencontres se sont faites et le projet est né après cette école de musique-là. Mais voilà, donc la musique a commencé à prendre plus de place pendant l'adolescence. Tu parlais justement d'oser. Comment tu as osé chanter devant les gens ? Quel a été le déclic, s'il y en a eu un ? Je crois à l'encouragement des autres, surtout mes amis. Mes parents aussi, mais les parents, c'est un rapport différent, évidemment, que c'est mes parents, évidemment, ou même si je chantais comme une casserole, ils m'encourageaient de chanter. Et vraiment, l'encouragement de mes amis, ça a été super fort, parce que là, à la récré, je chantais comme ça pour m'amuser, on chantait, comme des ados dans la cour de récré, quoi. Et c'est vraiment elles qui m'ont encouragée de m'inscrire au cabaret, au carnaval, et puis à ça, et ça, et ça, et ça. Oui, c'est ça. Et puis après, mes parents m'ont toujours dit qu'avec de la passion et du travail, tout était possible. J'ai vraiment grandi, je remercie le ciel vraiment tous les jours pour ça. J'ai grandi dans une famille sous un toit où on disait que tout était possible avec passion, travail, patience. Tout était possible, quoi. Et ta famille était aussi dans la musique ?
Alors, c'est hyper marrant parce qu'on a eu cette discussion la semaine passée avec mes parents qui m'ont demandé, oui, en interview, ça t'arrive qu'on te demande comment t'as appris enfin, si t'avais une famille de musiciens et qu'est-ce que tu dis, machin. Alors du coup, on s'est mis d'accord. Donc je dois dire que mon père, il faisait de la clarinette dans une fanfare et du saxophone quand il était ado. Et ma mère, elle faisait de la flûte en secondaire. Mais donc voilà, ma mère, elle a pas la fibre artistique, mais elle adore la culture et l'art. Et d'ailleurs, elle manage mon projet. Elle book aussi mes concerts et donc elle est très très active dans le marketing musical et tout ça. C'est vraiment, enfin c'est une perle précieuse pour moi dans ce projet-là. C'est super chouette. Et mon père, c'est plus lui le côté génie, super créatif, voilà. Et ma mère cartésienne. Oui, justement, ta maman qui devient un peu ta manageuse, ta bookeuse, c'est né comment? Pourquoi tu avais envie de travailler avec elle? Pourquoi ça reste justement dans la famille? Ouais, bah c'est gai. On en a toujours partagé beaucoup de choses avec ma maman. Donc déjà, elle a quitté la Turquie pour les chevaux. Et elle était 4 fois championne de Turquie et elle avait un entraîneur belge. Et donc, elle est venue en Belgique pour monter à cheval à la base. Et du coup, elle m'a transmis cette passion-là. Et on a beaucoup monté à cheval ensemble. Elle me donnait cours et on partageait ça beaucoup. Et la musique, au début, j'avais envie que ce soit un peu plus mon truc. Et donc, j'avais un manager à l'époque, Piwi Le Mans, qui a son projet personnel à lui maintenant. Son projet solo et donc avec lui on a écrit, il a managé tout le début du projet quand je connaissais rien de la musique quand j'avais 18 ans et demi et il faisait le booking, le management, enfin il faisait tout et puis voilà à un moment il avait genre 5 groupes, 6 enfants et c'était beaucoup et du coup il a commencé à déléguer et ma mère s'est proposée en fait d'aider, de donner un coup de main et j'ai dit bah écoute, si t'as envie, pourquoi pas. Et ça s'est fait comme ça, super naturellement. Et elle se prend en jeu et elle adore mes chansons. Et sa seule envie, vraiment, c'est que le monde entier les connaisse, quoi. Et puis ça aide aussi d'avoir cette relation de confiance déjà de base pour que quelqu'un gère ton projet avec toi. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on dit souvent. Le manager, soit il faut que ce soit quelqu'un de très proche avec lequel il a une relation très proche et qu'il va se débrouiller pour apprendre comment ça se passe le milieu de la musique. Soit c'est quelqu'un qui est déjà dans le milieu de la musique, qui est en mode tac, 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 business, on y va. Mais la relation de confiance, elle est à créer, quoi. Le premier EP, c'était en 2017. Oui. Comment tu es passé de quelques petites scènes comme ça, quelques cabarets, à vraiment dévoiler tes chansons aux gens? De nouveau, l'encouragement des autres, parce que toute seule, je me sentais vraiment pas capable. Quand je suis sortie de cette école de musique, je me suis dit, ok, je veux être chanteuse, je vais faire de la musique, ça j'en suis sûre. Et peut-être un jour, si je vais créer une chanson ou si je sors une chanson, je serai contente. Peut-être que ça m'arrivera quand j'aurai 30 ou 35 ans, quand j'aurai fait plein de choses avant, tellement que j'avais pas confiance en moi et en ce que j'avais à dire, parce que j'étais persuadée d'avoir rien à dire. Et je me disais, voilà, ma carrière, ça va être chanter des covers, parce que j'aime beaucoup ça. Être choriste, être chanteuse de studio, parce que j'aime bien ça aussi. Et finalement, dès que je suis rentrée en Belgique, j'ai croisé la route de Piwi, donc qui m'a directement proposé de prendre mon projet en main. Et c'est lui qui m'a aidé à écrire, à composer et tout ça. Et donc ta question, c'était... C'était comment quel a été le déclic finalement pour exposer vraiment oui, c'est tes ça. chansons aux gens? C'est l'entourage. C'est ça, l'entourage. J'avais un guitariste aussi, Gaëtan Trésini, avec qui j'avais fait l'école de musique en France, mais qui est belge. Et du coup, c'était vraiment les deux là qui m'ont énormément soutenue. Gaëtan, il était super motivé. Il me disait, oui, viens Maya, on va jouer là, viens, on joue, viens, on répète, viens, on va à une jam. Et c'était très chouette. Oui, c'est l'entourage. Après, voilà, je suis quelqu'un d'assez positive aussi et motivée quand je veux faire quelque chose. Donc, je pense que les pôles s'attirent, quoi. Hein. On attire les gens qui sont bons pour nous. Et tu disais que tu pensais n'avoir rien à dire. Et pourtant, il y a eu encore un EP après. Ouais. Il y a quand même eu beaucoup d'écriture finalement là-dessous. Ouais. Comment tu as pris cette confiance et comment tu t'es rendu compte que finalement, tu avais envie de dire des choses aussi? Mais là, ce qui me vient en tête là maintenant, c'est qu'il y a quelque chose à moitié, dans le sens où c'est des collaborations et des coécritures. Donc il y a 2 textes En chemin, le deuxième EP. Il y a 2 textes que mon arrière-grand-mère avait écrits en 1994. Et donc j'ai juste pioché ces textes-là qui m'ont parlé très fort et que j'avais envie de mettre en musique. Mais dans ce truc de avoir quelque chose à dire, je m'identifiais là-dedans. Donc d'une certaine manière, j'exprime quelque chose. C'est pas forcément... mon but, c'est pas non plus de faire la morale aux gens, quoi, ou de dire faites ci, faites ça, pas du tout, c'est juste de l'expression. Et donc, c'est vraiment intéressant quand tu poses cette question, avoir des choses à dire. Et même moi, je le dis, j'avais rien à dire. Je pense que juste exprimer ce qui est là présent,
c'est déjà dire quelque chose, mais il faut pas que ce soit intellectuel ou il faut pas qu'il y ait de logique à ça, c'est juste de l'expression de quelque chose. Un gamin qui fait un château de sable, ben, il s'exprime, quoi. C'est juste ça, en fait. Je m'en rends compte maintenant. Et donc, il y a eu encore eu 2 collaborations sur ce deuxième EP. Et voilà, je me sentais un peu plus à l'aise pour la composition. Et là, maintenant, je sais pas que j'ai envie de dire plus de choses, mais ça me tient à cœur enfin voilà, j'ai plein de textes qui sont écrits mais qui doivent être travaillés. Et j'ai envie de composer plus moi-même avec d'autres gens, mais j'ai envie de prendre en main plus de choses. Et oui, ce truc d'avoir des choses à dire, oui, c'est juste de voir ce qui est présent et qu'est-ce qui a envie de sortir et pas qu'est-ce que ma tête a envie de dire pour montrer aux autres que « Ah, aimez-moi s'il vous plaît ». C'était vraiment dans cette optique-là que c'était avant. Donc même les 2 premiers EP, c'était oh, j'ai envie de dire quelque chose d'intelligent, j'ai envie de toucher les gens, mais du coup c'est mental et ça part de quelque chose d'intellectuel et pas vraiment honnête et pur. Et du coup, voilà, les gens, enfin, c'est pas que ça les touche pas forcément, mais quand c'est plus profond, ça les touche. Et du coup, voilà, ces 2 premiers EP, j'ai pas fait toute la composition, j'ai pas du tout fait toute l'écriture non plus, mais ce que j'exprimais, ça c'était vrai, et du coup je suppose que c'est ça qui a touché les gens, même si c'était pas moi qui avais tout écrit et composé. Et quel a été justement le basculement alors pour arriver à là où tu en es aujourd'hui, où voilà, tu as envie de faire plus de choses toi-même, d'écrire, etc. Comment tu as évolué en fait? Comment tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui dans cette réflexion-là? Bah déjà, l'envie de créer et de composer, de partager, elle est toujours là, mais je pense qu'elle vient d'un endroit différent. Donc elle vient pas de ce qui se sent individualisé et limité par un petit corps de Maya avec sa petite tête et le grand monde à l'extérieur. Il y a vraiment eu un chemin personnel très très profond. Donc après ce premier EP, il y a eu un sentiment de tristesse énorme et de vide énorme en moi, et j'étais juste complètement malheureuse. Ma voix était complètement serrée, j'arrivais plus à chanter, j'avais plein de concerts, mais ça me faisait mal, j'y allais à pied de plomb, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. D'ailleurs, le mouvement de raser ma tête, ça a été vraiment un j'en peux plus, foutez-moi la paix, je me sens lourde et j'ai trop de pression sur moi, parce que je me mets énormément de pression encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant quand même. Et donc, il y a eu une grosse dépression. Bon, ça a duré entre guillemets que 3 mois. Mais 3 mois où on va pas monter à cheval, on va pas chanter, on va pas sortir des gens, on va pas en jam. J'ai même annulé un concert. Bon, c'est parce que j'allais à une retraite, donc voilà. Mais annuler un concert qui est booké, on fait pas ça. On fait pas du tout ça. Et j'étais au point de je peux plus, sinon je vais mourir. Et donc, du coup, ça a été cette recherche de ok, c'est quoi le sens de la vie? On m'a toujours dit fais ce que t'aimes dans la vie. Ok, j'ai fait ce que j'aime, mais je suis quand même malheureuse. Alors, il est où le sens, quoi? Il est où c'est où le problème, quoi. Où est la blague? Et du coup, oui, voilà, ça fait 2 ans. C'était en 2018. Oui, en plus, mai 2018, c'était le plus profond, le bien noir, où je sais pas, je vois plus de lumière du tout. Et du coup, ça a été un enchaînement de essayer des thérapies différentes, des thérapeutes différentes, hypnose, psychanalyste. Et ensuite, voilà, des lectures de livres et d'articles sur des trucs des enfants indigos, de je viens d'une autre planète, oui, je suis les âmes d'une 5e vague, ou pour amener ça parce que j'avais ces sensations de je viens pas de cette terre, quoi. Et puis il y avait la recherche de âme, mes missions de vie, que veut mon âme, que veut mon moi intérieur, l'ego, le moi, le surmoi. Enfin voilà, ça a été énormément de recherche de qui suis-je et qu'est-ce que je fous là, bordel, en gros. Et j'ai trouvé un peu solution, et en tout cas, enfin voilà, j'ai eu un appel vers la spiritualité non duelle, donc dans le sens où on n'est pas deux, on n'est pas moi et le monde, on est l'univers, on est tout. Voilà, et d'ailleurs c'est prouvé par la physique quantique, c'est extrêmement intéressant, qui dit que le monde n'existe pas si je n'en ai pas conscience. Et que du coup je suis l'autre et l'autre est moi, et enfin je trouve ça absolument fascinant. Et donc pendant 2 ans j'ai suivi des cours en ligne, et aussi j'étais en retraite en présentiel avec des enseignants spirituels qui parlent de tout ça, qui nous donnent des pratiques de méditation. Et puis voilà, à côté j'ai eu aussi quand même une coach dans la non-dualité aussi en personne, qui m'a aussi très très fort aidée. Et puis voilà, quoi, c'est ce petit bout de chemin.
Et finalement, tout ça, ça a permis d'apprendre à te connaître toi-même et à connaître ta mission de vie. Enfin, est-ce que tu en as conscience finalement aujourd'hui ou est-ce que c'est finalement une réflexion continue? Ben, je pense que, en fait, justement, enfin, personnellement, donc moi, dans ma vie, dans mon expérience, la question de la mission de vie, elle ne se pose pas parce que, donc dans moi, ce que j'ai appris, dans ce que j'ai eu besoin pour aller mieux, donc c'est vraiment très très personnel, enfin, on tous, que ce soit l'hypnose ou la pleine conscience, mais voilà, moi, c'était ça, c'était apprendre que je ne suis pas limitée à un corps et à un mental qui pense. Je suis illimitée, je suis tout, et si je suis tout, ben, je suis la plante qui est en face de moi, je suis la voiture qui passe, je suis le programmateur qui va me programmer, je suis vraiment tout, et je ne manque de rien. Et donc, la question de la mission de vie, elle se pose à quelqu'un qui est séparé, vu qu'il a quelque chose à faire dans le monde. Mais du coup, ça veut dire qu'il est séparé du monde. Et dans le travail que moi, j'ai fait et je fais, et ce qui fonctionne pour moi, la question de moi n'existe pas. Parce que moi, c'est, voilà, dans les traditions zen, le bouddhisme et tout ça, ils en parlent que le moi, c'est juste une pensée. Et que le dialogue interne qu'on a dans notre tête toute la journée, c'est juste des pensées. Et nous, on s'identifie à ça, mais c'est pas vraiment vrai, c'est pas ce qu'on est. Nous, on est la conscience calme et silencieuse derrière, qui est consciente de tout et qui est tout et qui englobe tout. Voilà. Enfin voilà, de nouveau, c'est très personnel et ça, c'est dans mon expérience, c'est ça qui a fonctionné pour moi. Et voilà, même si la physique quantique, le zen et le bouddhisme l'expliquent, tout le monde ne se sent pas appelé pour ça. Et je sais que beaucoup de personnes prendront ça pour de la folie ou je sais pas quoi, mais je pense qu'on a chacun notre folie et c'est très bien comme ça. Voilà. Et tout ça, ça t'a appris aussi à mieux comprendre ta création? Oui, dans le sens où du coup, c'est pas ma création, c'est pas Maya qui crée quelque chose, c'est juste la création qui émerge de ce qui est là. Et c'est absolument incroyable parce qu'en fait, ça m'enlève toute la pression que je me suis toujours mise sur mes épaules, quoi. C'est pas Maya qui doit faire quelque chose, il y a rien à faire. Tout est parfait, tout est bien comme il est. Et dans la perfection, il y a l'imperfection, bien sûr. Et tout est ok comme c'est, et il n'y a pas bien et mal, il y a juste ce qui est. Et dans cette chose qui est ce qui est, il y a juste émergence de création qui sort de, entre guillemets, moi, mais juste qui émerge, quoi. Et du coup, oui, le rapport à la création est vraiment très, très spécial et a changé, oui. Et justement, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait déjà beaucoup de textes qui étaient écrits. Comment ça se passe alors? Est-ce qu'il y a un processus créatif ou c'est vraiment, ça sort de toi quand ça doit sortir, ou tu te donnes, tu te crées un processus créatif? Ouais, ça c'est super intéressant aussi parce que ça dépend. Donc, comme je te disais, avant mes 20 ans, j'étais dans ce truc de je veux écrire, je veux écrire, je veux écrire. Et plus j'essayais, plus ma page blanche, je voulais la tuer, quoi. D'ailleurs, dans mon premier EP, il y a une chanson qui s'appelle La page blanche, qu'à la base, c'était juste un texte que j'avais juste en mode journal intime, que j'avais dit plein de trucs, et puis oui, qui a retransformé ce texte qui était un journal intime d'une gamine qui était frustrée, il en a fait une chanson, mais donc voilà, j'ai pas écrit ce texte, et j'avais vraiment ce syndrome de la page blanche, et quand j'étais dans cette dépression, j'essayais de faire quelque chose pour aller mieux, et à un moment j'ai compris qu'il fallait pas faire, qu'il fallait juste se taire et écouter, plutôt que d'être le mental qui pense, d'écouter ce qu'il y a au-delà. Et puis j'ai découvert la méditation, et d'écouter ce silence à l'intérieur. Le livre de Thierry Janssen m'a beaucoup, beaucoup aidé pour ça. Dans ces moments de méditation, il y a des paroles qui sont tombées, quoi, des textes. Et je sentais, il y avait des paroles qui tombaient, et je sentais quelque chose qui disait écris, écris, écris. J'étais là, ok. Et je prends mon carnet et j'écrivais ce qui venait. Et il y a... voilà, 7-8 textes qui sont tombés comme ça, comme je dis. Mais voilà, on peut utiliser le mot canalisation si on veut. Et puis il y a eu cette période-là, et puis après il y a eu des phases où je devais me mettre en processus créatif, comme tu disais, en mode ok, je vais essayer d'écrire, ou bien je faisais de l'écriture libre, automatique, l'écriture automatique, juste j'écrivais pendant 10 minutes tout ce qui me passe par la tête, et puis je tombais vraiment très vite dans l'ego qui je veux écrire ça et ça et ça, et du coup l'exercice de processus créatif, ça fonctionnait pas pour moi, et du coup je devais juste accepter que ça vient quand ça vient. Et le proverbe, la métaphore qui m'aide pour ça, c'est que voilà, la plante ne peut pas tirer pour qu'elle pousse, quoi. Elle prend le temps qu'elle a besoin, et c'est ça qui m'aide pour le moment. Tu parlais de méditation, tu fais aussi du yoga, tu t'intéresses aussi à la communication animale, tout ça, ça nourrit
ton art ? Oui, sûrement, d'une certaine manière. En fait, ça contribue à qui je suis. Et comme mon art vient de qui je suis, je suppose que oui. Et c'est vrai que ce truc de nourrir son art, donc je dois tout faire pour mon projet. Avant, j'étais vraiment, voilà, je me disais, ok, il faut que je fasse une heure de solfège, 1 heure de rythme, 1 heure de piano, et puis je travaille ma guitare, et puis je travaille ma voix. Et j'étais pas du tout bien à cette période, parce que je travaillais de manière mentale et intellectuelle. Et puis un jour, j'ai compris que si j'allais faire juste une balade, ben en fait, ça contribuait à qui je suis et donc à la création. Et que si je veux profiter du temps que j'ai avec ma jument, avec mon cheval ou avec mes amis, ben que ça va m'inspirer à écrire. Et c'est vrai qu'on regarde, évidemment, plein d'artistes, ils écrivent sur leur vie de tous les jours. Ils sont pas en train de travailler pour écrire. La création, elle émerge et elle naît de nulle part, vraiment de nulle part. Moi, je trouve ça fascinant. Et du coup, c'est qui on est, voilà. Donc, ça fait, ouais, depuis que j'ai eu ce burn-out dépression, je me dis, ok, la seule chose qui compte, c'est qui je suis et pas le pourquoi je le fais, comment je dois le faire et tout, juste être moi-même. En fait, j'ai vraiment cette focalisation et intention de être moi-même, que ce soit être très dynamique ou motivé et travailler, ou bien me permettre d'être plus dans mon yin, dans le féminin et de me reposer. Mais le focus, c'est être moi-même parce que c'est comme si on était la création et la création, voilà, sortait de qui on était, naturellement. Sans essayer surtout d'être quelqu'un d'autre, quoi. Et la musique, elle fait vraiment partie de toi ? Oui, bah oui, évidemment. Je crois qu'elle fait partie de tout le monde. Enfin, la musique a une place pour tout le monde, même si elle n'a pas de place. Le fait de son absence de place, c'est une place aussi, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, oui, la musique, c'est moi, c'est ce que je suis, même si... Hier encore, je jouais avec mon ampli et mes trucs et mes pédales et j'étais super frustrée parce que j'arrivais pas à faire le rythme que j'avais envie de faire. Mais c'est comme ça. Enfin, oui, c'est comme ça, je sais pas. C'est vraiment particulier, le rapport à la musique et le rapport à la vie en général. Et justement, quand on a fixé cette interview, tu m'as dit que tu étais en pleine reconstruction et recherche musicale. Ça veut dire quoi exactement ? Comment tu vis cette période-ci, cette période de reconstruction ? Oui, comme notre musique nous ressemble et qu'on change forcément, dans la vie on évolue, mais du coup la musique évolue avec nous et je suis plutôt fière quand même, oui, de mes 2 premiers EP. 19 ans et 21 ans, sortir 5 chansons, 7 chansons, enregistrer, faire des concerts et tout. Enfin voilà, j'étais un peu fière de moi quand même, mais ça me ressemble plus tout simplement. C'est hyper important pour moi de faire de la musique acoustique et avec des vrais instruments sur scène parce que je diabolisais la musique commerciale, je diabolisais les beats électroniques et tout ça. Et étonnamment, j'ai écouté beaucoup de ça en fait quand j'étais ado. Et mon compagnon me faisait la réflexion l'année passée. J'écoutais de la musique un peu tous les jours. Et il me dit, mais c'est dingue que t'écoutes tout ça, j'aurais pas cru parce qu'on n'entend pas ça dans ta musique. Et ça m'a fait bizarre, quoi. Parce que oui, j'aime beaucoup la pop, Jessie J et tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup écoutées, mais je me disais, mais c'est de la musique commerciale et moi je fais pas de la musique pour me vendre et du coup, il faut pas que je fasse ça. Et en fait, je me suis empêchée d'aimer la pop. Et d'ailleurs, mon premier EP, je disais, non, c'est pas de la pop, hein. C'est de la chanson française acoustique, c'est pas de la pop. Et quand j'écoute voilà, mais en fait, c'est tout à fait pop ce que je fais. Et c'est seulement il y a pas longtemps que j'ai assumé ça, quoi. Et du coup, je l'assume à 200% et je me dis, mais en fait, il y a vraiment des sons un peu... Suzanne, j'adore ce qu'elle fait, Suzanne, par exemple. Et voilà, j'ai pas envie de faire ça, mais pourquoi pas ajouter quelques sons dans un set live comme ça. Et voilà, c'est parce que en fait, je cherche l'équilibre parfait entre la musique acoustique avec des vrais instruments que j'adore et que ce côté organique, c'est hyper important pour moi. Et le côté vraiment profond et racine et un peu plus percutant de la musique électronique qu'on peut avoir. Par exemple, j'ai acheté un ampli et des pédales. Voilà, ça fait 7 ans que je joue la guitare. C'est seulement maintenant que je joue avec un ampli. J'ai jamais voulu parce que j'étais là, non, moi je veux le son pur de ma guitare et je veux pas mettre d'effets dessus. Comme si c'était mal, quoi. Mais en fait, ça embellit la guitare et ça donne un son à ce que tu es. Et je m'étais jamais posé la question de quel est mon son. Et du coup, maintenant, je me la pose et je me dis, oh damn, c'est quoi mon son ? Parce que voilà, c'est censé... Enfin voilà, ça fait partie de tout ça. Et aussi la recherche visuelle au niveau de l'image, des tenues vestimentaires, du style, du look. Parce qu'il n'y a rien à faire. Faire de la musique, maintenant, c'est être une marque, être un produit. Et je pensais aussi que ça, c'était mal. Mais en fait, si ça représente complètement nos valeurs et que les gens qui sont attirés par ces valeurs-là viennent nous voir en concert et soutiennent nos projets et qu'on passe un bon moment, en fait, c'est très bien.
Et voilà, c'est toutes ces choses-là que je m'étais empêchée de vivre, que du coup j'explore un peu plus, quoi. Les pubs Facebook et comment vendre sa musique. Je pensais que c'était mal, mais en fait, c'est OK. Quand on est comme ça dans un processus artistique, on est toujours en réflexion, en doute, en questionnement, en remise en question sur ce qu'on fait? Quand on est en création en général, En général, oui. Tout au long de ta carrière, en fait, de musicienne, de chanteuse, t'as l'impression d'être toujours dans une remise en question? Oui, bon, moi j'ai envie de dire oui, dans le sens que ma vie est une éternelle remise en question. Après, évidemment, j'essaye de peser le pour et le contre et de juste parfois me lâcher les baskets et juste profiter de la vie. Mais je pense que le doute, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Enfin, j'adore écouter les interviews de gens et même les artistes les plus incroyables et tout ce que tu veux, ils disent « Ah non, ben, je doute tout le temps ». Et là, je me dis « Bon, ok, c'est normal ». Mais du coup, oui, voilà, je pense que le doute fait partie de la vie et de l'artiste beaucoup aussi, de l'entrepreneur et de tout le monde. Oui, voilà. Et comment tu te sens quand tu es sur scène? Bon, ici, ça fait un petit peu de temps avec le confinement, mais comment tu vis la scène? Alors ça dépend, il y a 2 scénarios je pense. Il y a le scénario qu'est-ce que je fous là, j'ai fait de la merde, ça va pas du tout, je me suis trompée, mon doigt était pas bien correctement, ma rythmique est pas bien, ah le mec là-bas il me regarde bizarrement, je suis sûre que il a entendu ma fausse note ou des trucs comme ça et il y a vraiment des moments où je me vomis moi-même, c'est très bizarre à dire mais tellement que j'ai pas confiance en moi. C'est un peu quelque chose d'universel aussi, la non confiance en soi, mais le pas m'assumer j'ai l'impression que c'est quand je suis pas ok avec moi-même que je ressens ça et quand je descends de scène non, la honte, ça j'ai plus, c'était vraiment au début quand j'étais pas bien comme ça parce que pas confiance en moi, etc. Ou bien c'est le scénario de je laisse passer à travers moi ce qui a à s'exprimer et c'est le nirvana total, et j'adore et je chante et il y a un échange avec le public ou pas, parfois il n'y a pas d'échange mais que je me sens comme ça, enfin pas d'échange. Voilà, il y a des concerts où les gens sont assis et ils écoutent et en vrai eux ils aiment bien mais ils sont juste assis et ils expriment pas beaucoup et du coup moi je sais pas deviner ce que les gens pensent et souvent les gens viennent me dire après des concerts assis parce que la situation est comme ça, oui nous on est assis mais on écoute vraiment attentivement et on a passé un bon concert, c'est juste pour vous le dire parce qu'on n'était pas debout en train de danser et voilà c'est super mignon. Mais même parfois quand je doute un peu de l'extérieur, quand je suis alignée avec moi-même, l'extérieur ne m'influence pas du tout et je suis dans mon truc et dans mon expression de ce qui se passe. T'es dans un lâcher-prise alors à ce moment-là? Par rapport justement, mentalement, t'es dans un lâcher-prise? Oui, c'est ça. Il y a plus une être-té qui est là, on va dire. Il y a plus juste être et pas de réflexion. Tu parlais tantôt des valeurs qui peuvent être transmises justement par ton apparence, par ton look, etc. Quelles sont les valeurs que tu veux partager? Le premier truc qui me vient, c'est genre l'amour universel, quoi. J'ai toujours voulu, genre tu vois, quand c'est notre anniversaire et quand on était petit, on disait fais un vœu, ou quand il y a une étoile filante ou quoi, mon vœu c'était toujours qu'il y ait la paix dans le monde, quoi. Toujours, que la paix règne et que ce soit l'amour partout et qu'il n'y ait plus de SDF et plus d'enfants qui meurent de faim et que les animaux soient respectés et qu'il n'y ait plus de baleines qui soient tuées et tout ça. Et c'était vraiment le truc, quoi. Paix et amour partout. Et donc ce qu'on voit dans le monde, c'est nous-mêmes. Et quand j'étais ado, je voyais énormément de souffrance dans le monde. Je voyais que ça. Je me dis, mais je détestais les êtres humains. Je me rappellerai toujours, j'ai dit un jour en colonie de vacances à une copine qui va se reconnaître si elle écoute ça. Je lui ai dit, tu sais, moi j'aimerais bien tuer tous les humains. Comme ça, il n'y a que les animaux qui vivent sur Terre. Et ça l'a marquée à vie. Même encore aujourd'hui, elle me raconte cette histoire. Tellement que j'avais cette haine contre l'être humain, quoi. Vraiment très, très, très profond. Et donc, et du coup, voilà, il y a eu après cette histoire de recherche interne. Et quand j'ai compris que ce qu'on voyait dans le monde, c'était nous, j'étais là, mais attends, mais non. Et en fait, oui, parce que depuis que je fais ce chemin intérieur et ce regard vers l'intérieur, je vois le beau partout. Même les choses, les catastrophes, entre guillemets, je vois le positif, mais je vois les choses différemment, quoi. Et donc, dans ce truc d'amour universel, des valeurs que j'aimerais partager, c'est que ça commence par nous et que le monde, c'est nous et qu'il y a un peu cette unité et pas cette séparation avec l'autre. Voilà. Je voudrais revenir un peu juste à tes anciennes chansons, du coup, celles qui sont sur les 2 premiers EP. Tu disais tantôt que tu as évolué, en fait, tu as changé, et donc tes textes ne seraient plus forcément les mêmes. Comment tu envisages donc de les rechanter sur scène alors qu'aujourd'hui, ils ne sont plus totalement toi? Ça, c'est vraiment c'est très, très intéressant comme question parce que c'est le questionnement
le question... quoi Le questionnement. Le questionnement du moment. Et que oui, que j'ai même hésité à cette année, enfin cet été en tout cas, quand les concerts allaient reprendre, j'ai même hésité à ne pas faire de concert. Et je me dis, mais non, parce que j'avais quelques demandes, et je me dis, je peux pas refuser, enfin c'est génial qu'on m'appelle, quoi. Et je me dis, voilà, je chanterai mes anciennes chansons comme elles seront là, comme elles seront dans l'instant présent, et je vais pas commencer à me lamenter sur mon sort en mode c'est plus du tout moi, comment je peux chanter ça, parce que c'est vrai qu'au niveau des mélodies et tout, j'ai envie d'aller vers d'autres mélodies, et c'est vraiment très, très particulier comme sensation de se dire que nos chansons ne nous représentent plus. Mais voilà, je vais chanter quelques covers que j'aime, et je pense que, enfin voilà, je vais jouer. Je vais pas faire une promo de dingue sur mon projet parce que j'ai pas le visuel et l'image que j'aimerais. Je pense également à un changement potentiel de nom, parce que des Maya sur Spotify, il y en a énormément, et peut-être pour rendre le projet un peu plus unique et plus caractériel et qui me ressemble plus. Donc je repense à tout ça. Et donc voilà, je vais faire quelques concerts cet été, d'ailleurs que je vais en annoncer bientôt. Voilà, quelques dates par-ci par-là, et puis quand le projet sera plus installé au niveau, pas administration, mais le côté derrière, le côté, j'ai envie de dire commercialisable, mais c'est la marque, quoi, ce qui représente qui je suis et qu'il faut au niveau de l'image, des affiches, des pochettes d'albums, de tout ça. À ce moment-là, voilà, je parlerai un peu plus de moi, et je me ferai plus présente, et voilà. C'est oser aussi, du coup, se dévoiler vraiment comme on est et comme on veut que les gens ressentent ce qu'on fait. C'est vraiment... pour toi, ce sera oser ce moment-là où tu vas vraiment te dévoiler comme tu as envie de l'être et comme tu as envie qu'on te voit. Oui, c'est vraiment ce mot-là, oser, c'est vraiment très percutant comme mot, en fait. Parce que c'est vraiment une recherche identitaire, en fait, que j'essaie de faire exprimer dans la forme. Donc, comme je dis, au niveau des vêtements, de l'image, des photos, des vidéos, des clips, de la retouche, du filtre, de tout ça, qu'il y a une cohérence, que tout ça me corresponde à 200%, quoi, et soit complètement moi. Et du coup, si c'est complètement moi et que j'exprime tout ça au monde, effectivement, c'est oser montrer mon identité. Voilà, et ce sera mon identité visuelle, musicale, auditive, tout ça, quoi. Tu disais avant l'interview que ton objectif, c'était de vivre de ta musique, c'est ça? Oui. Oui. Et ça, oui, comment on y arrive? Du coup, c'est vraiment tout ce cheminement, tu penses que ça peut t'emmener vers ça, bien que voilà, il y a plein de choses extérieures que tu ne peux pas contrôler, mais tu penses que ce cheminement fait partie de ça mène vers cet objectif? Oui, clairement, parce qu'être artiste, c'est être humain d'abord, et être un humain comme tous les humains, mais je veux dire un humain avec son identité un peu plus... pas précise, mais plus marquée, et que ce côté plus marqué, il est exprimé dans la musique. Je dis pas que les artistes ont plus d'identité ou de personnalité, mais juste qu'ils l'expriment d'une manière, quoi. Et donc, effectivement, savoir qui je suis et comment je suis, et juste vivre un peu ma vie avant de vouloir exprimer les choses, c'est la base. Et puis, comment vivre de sa musique? Maintenant, il y a énormément de choses, dont des choses que je n'acceptais pas, du style vendre du merchandising, vendre des objets. Je me disais, on a déjà des t-shirts, on va pas vendre des t-shirts, ça sert à rien, ou bien des tasses et des trucs comme ça. Pour moi, c'était juste de la surconsommation, et j'étais totalement contre ça. Et je me dis, mais voilà, moi je peux faire un geste comme je peux, je vends des t-shirts bio, du coton bio, et si ça peut permettre aux gens d'avoir un bon souvenir de leur concert, de marquer le coup, et qu'à chaque fois qu'ils portent ce t-shirt, ils se rappellent du super moment qu'on a eu ensemble à ce concert-là, et qu'en plus ça leur permet de soutenir un artiste qu'ils aiment, en fait je pense que ça n'a pas de prix, dans le sens où la musique, c'est universel, la musique, ça touche les gens, et donc si les gens peuvent acheter une tasse, un badge, un CD, souvenir, parce qu'on va pas l'écouter vraiment le CD, si ça fait plaisir aux gens de partager un moment comme ça, et de le permettre de s'en souvenir en achetant du merchandising, c'est ok. Et puis voilà, il y a plein de manières de vivre de sa musique, et je suis juste en train d'apprendre tout ça, et de mettre ça en place surtout. Et tu es une artiste indépendante, c'est important de garder cet aspect-là, de travailler du coup avec ta maman qui est manageuse bookeuse, avec toi personnellement, et de ne pas être reliée à un label ou autre, pour garder un peu cette liberté de réflexion de tout ça, de ta musique, mais aussi de ce que tu parlais des à côté, merchandising, etc. C'est important pour toi de garder cette liberté?
Oui, moi je suis très contente d'être artiste indé, comme on dit, indépendante. Parce que j'aurais trop de pression d'avoir un label derrière. Et puis même, enfin, je suis pas prête, j'ai pas de produit fini, d'album ou quoi pour le moment. J'ai les anciennes choses comme on en a parlé. Et puis oui, j'aime beaucoup ce côté liberté. Alors oui, ça prend un peu plus de temps, il faut apprendre plus, il faut se former. Mais quand on voit après tous les droits qu'on a, parce que c'est vraiment hallucinant dans les livres que je lis là, on se rend compte vraiment de la somme de pourcentage que eux prennent et que les artistes n'ont pas possession, enfin, ils n'ont plus le droit, voilà, de posséder leur chanson. Et c'est vraiment incroyable, comme enfin, c'est vraiment hallucinant. Et du coup, je me dis qu'il y a ma mère qui m'aide, donc je suis pas complètement toute seule. Ça, c'est vraiment très chouette. Et oui, moi, j'y crois tout à fait que réussir en tant qu'artiste indépendant, dans le sens où réussir, c'est vivre de sa musique et pas du tout d'être connu. Voilà, payer ses factures, quoi, vivre de sa musique. Mais en tant que même artiste local, c'est très bien. Ça peut tout à fait bien me convenir si ça fonctionne, si c'est comme ça. Et il y en a plein sur Terre qui font ça. Et voilà, oui, c'est important pour moi. Tu es fière du parcours que tu as eu jusqu'à maintenant ? Oui, je pense. Oui, bien sûr. Oui, j'ai envie de dire oui. Mm-hmm. Là, c'est un peu la dernière question de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait, que ce soit personnel ou professionnel ? Ah, c'est hyper intéressant ça, oser. Qu'est-ce que j'ai pas encore osé faire ? Je sais pas si le oser, alors c'est le mot qui convient. Il n'y a rien qui vient pour oser, parce que quand je veux quelque chose, enfin, quand j'ai envie de faire quelque chose, généralement j'y vais, quoi. Si ça se fait pas, c'est que je n'y arrive pas ou que c'est pas le moment. Donc il y a plein de choses que j'ai pas encore fait ou pas réussi entre guillemets à faire, mais c'est pas une question de oser parce que j'ai toujours eu ce truc tête droit devant, on y va, on fonce, vas-y fonce quoi. On vit qu'une fois. Mais donc ces choses auxquelles je pense que je n'ai pas encore faites, c'est parce que c'est juste pas le moment et que la vie est bien faite. Merci beaucoup. Merci à toi Julie. Merci à Maya de s'être exprimée si ouvertement et si honnêtement sur Compose. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur Instagram, Facebook ou Twitter. Rendez-vous aussi sur le site www.compose-lepodcast.be. Le second épisode arrive dans 2 semaines.